Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, c'est Pawn with Love qui illustre cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit un article sur un reverse shell en C. Et du coup, pour la petite anecdote, Benjamin Delpy, qui est l'auteur de Mimikatz, lui aussi à la base, ce qui a donné ensuite Mimikatz, c'était juste qu'il voulait apprendre à coder en C. Donc je recommande fortement effectivement d'apprendre à coder en C, ça restera toujours très utile pour du hacking et on va le voir particulièrement dans cette vidéo puisque ça va nous permettre de contourner l'antivirus. Et du coup on va contourner l'antivirus sur une machine Hack-the-Box. La machine Hack-the-Box elle s'appelle Breadcrumbs. Et c'est une machine intéressante. Elle est hard, hein, donc je vais essayer de pas faire trop long. Mais il y a pas mal de choses intéressantes dessus. Et on va voir notamment que l'évasion antivirus, finalement, parce que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Je sais que moi j'ai des collègues pentesters qui me demandent comment on fait pour contourner un antivirus quand on est en mission et c'est de moins en moins facile, il faut le reconnaître, hein, contrairement à ce qu'on peut facilement entendre dans les discours de la cybersécurité, ouais, un antivirus ça sert plus à rien. Ça reste quand même aujourd'hui complexe à contourner, et donc ça pose la question de qu'est-ce qu'un logiciel malveillant ou un logiciel malfaisant. Autant ça peut parfois être très simple à catégoriser, hein, quand on a un malware qui fait des choses très suspecte, c'est facile à catégoriser comme malveillant, mais quand on a un logiciel type nc.exe qui fait juste monter un socket, qu'est-ce qui fait qu'il est malveillant ou pas? Et finalement, ce qui fait qu'il est considéré comme un virus, c'est simplement qui l'utilise derrière. Si une communauté trop importante de personnes l'utilisent de manière malveillante, et ben à ce moment-là, le logiciel est catégorisé comme malveillant. C'est pour ça que nc.exe, historiquement, il était considéré comme bienveillant, et puis il a tellement été utilisé par les personnes malveillantes qu'aujourd'hui, il est considéré, en tout cas, il fait sonner des alertes sur les antivirus. Pas tous, hein, mais une majorité. Voilà pour le petit speech sur le choix de la machine. Et comme d'habitude, on a une petite minute frime avant d'entamer la machine. La minute frime, eh bien, c'est un peu comme le mois dernier, mais je me rapproche du top 10, puisque ça y est, je suis 11ème sur Witchal, donc le site qui agrège les scores de Rootme, Hack-the-Box et compagnie. Et donc, je pense pas que ce sera pour le mois prochain, mais je vais essayer d'être dans le top 10 d'ici la fin de l'été. Top 10 mondial. Et une fois n'est pas coutume, ce mois-ci on n'a pas de minute relou, on a un petit bonus on va dire, sur un documentaire que je recommande qui est intéressant. Je vais mettre le lien ici, sur France Télé, un documentaire sur les agents de Poutine. Et ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment très loin des agents secrets à la James Bond, hein, comme on peut avoir dans l'imaginaire. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu des agents jetables qui sont payés à peine quelques centaines d'euros pour faire de la désinformation. C'est assez triste de voir l'évolution de la désinformation. Ceci étant dit, allons-y pour faire passer du pain à travers un grillage fin. Puisque breadcrumbs en français ça veut dire émietté, hein, des miettes de pain. Et l'image est pas mal, hein, parce que finalement on se rend compte que si on a du pain et qu'on veut le faire traverser un grillage fin, et ben en l'émiettant il passe à travers. Et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui aussi avec les antivirus, ou même tout ce qui est phishing et tout, ou infection au sens large. On va vraiment faire passer par plein de trous différents des informations qui sont réassemblées ensuite sur la cible pour que ce soit pas évident pour l'antivirus de voir qu'on est en train de faire une attaque. Ok, donc la machine étant hard, je vais essayer d'aller je vais passer vite sur certains sujets et d'autres je vais creuser un peu plus comme toujours.
Et on va commencer donc par regarder comme à chaque fois le scan Nmap. Scan Nmap que j'ai déjà fait en amont. Et on voit qu'il y a beaucoup de ports ouverts, hein, et comme c'est des ports très Windowsiens on va dire, notamment le 135, 139, 445, il est fort probable que nous avons en face une machine Windows. Du coup là il y a le 445 qui est intéressant, mais bon pareil, pour gagner du temps, vu que la machine est assez longue, je vais aller directement sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est le port 80 qui d'ailleurs n'est pas détecté là. Mon scan Nmap, il avait pas dû être je l'avais peut-être fait un peu trop tôt. Donc on va vérifier que le port 80 est bien ouvert. Sur la cible, oui, c'est bon. J'avais dû faire le scan Nmap trop tôt. Pas grave, allons-y. Je passe directement par burp hein, parce qu'on va en avoir besoin pour voir les flux. Donc la cible ressemble à ça, nous avons une librairie, a priori, on peut chercher des livres ou des... Ouais, c'est ça, des titres de livres. Ok. Il doit y avoir probablement une base de données en face avec différents bouquins, et si je clique sur Book, ça m'affiche un petit résumé. Et je peux dire oui, non si je suis intéressé ou pas. Si on dit oui, ça dit que c'est pas disponible. Si on dit non, on revient ici. Ok, alors on a fait un peu le tour de ce petit site web. Donc si on regarde un peu les flux derrière, on va voir qu'en fait celui qui va nous intéresser c'est lui, le Includes Boot Controller. Puisqu'en fait quand j'ai affiché le détail d'un bouquin, si je reviens dessus, checkbooks, je prends par exemple Tom Sawyer, je fais book, et là on voit que ça appelle deux fois via un post. Il y a un premier appel, ah non ça c'était la recherche, titre A, là le deuxième c'est quand je clique dessus pour afficher, on voit que ça appelle à un fichier HTML et avec une méthode. Et que ça nous renvoie le contenu le résumé du bouquin. Du coup, on a envie de jouer avec de la... Vu que c'est un nom de fichier là, on a envie de voir si on peut pas mettre un autre nom de fichier. Donc essayons. Je l'envoie sur Repeater. Et au lieu de mettre book3.html, je vais mettre point hein, pour fichier directory courante, pour voir si... comment il l'interprète. Et là on voit que ça génère une erreur qui est très verbeuse, en tout cas très intéressante d'un point de vue offensif, puisque on voit que déjà en face c'est bien du PHP, on voit le file path disclosure, donc on connaît le répertoire Windows dans lequel tourne le script PHP en face, et on voit qu'il fait un file get contents sur ./books. Et ici le point, on imagine que c'est le nom que j'ai mis, hein, si je mets Lisbeth par exemple. Voilà, on voit qu'il fait bien un ./books/Lisbeth. Ok, donc erreur super intéressante. Du coup on se dit, est-ce que je pourrais pas afficher le code source, donc justement le bookcontroller.php. Donc pour ça je remonte d'un cran, donc, vu que là il me cherche dans Books, je reviens sur le répertoire racine. Et là, je vais mettre includes, parce que a priori htdoc ça va être la racine, donc je vais mettre includes book controller. Allons-y, je remplace Lisbeth par ce que je viens de dire. Et ça fonctionne, on récupère bien le contenu du PHP, hein, qui n'est donc pas exécuté, mais lu. Donc on a bien un file read, un local file read LFR, sur la cible. Donc pour gagner du temps, vu que la machine est compliquée, j'ai pris directement un script fait par 0xdf pour parser de manière un peu plus jolie ce qu'on a en face. Donc je vais montrer vite fait le contenu du script. Et puis on va l'exécuter. Je l'ai pas mis dans le bon répertoire, j'y vais de suite. Breadcrumbs.
le script qui s'appelle 0xdf.py, ça c'est juste pour citer l'auteur, parce que c'est vrai que j'utilise souvent des ressources de 0xdf sans le créditer, alors que il fait un super bon boulot, donc c'est le moment. On va ouvrir avec Mousepad pour voir un peu mieux ce script. Et donc, on voit tout simple, avec request et sys, tout simplement, on passe en argument le fichier qu'on veut lire, et il va aller taper donc à travers cette LFR pour afficher le fichier, et ensuite il l'affiche avec un Unicode escape pour que ce soit plus joli qu'une sortie comme ça qui est pas très lisible. Donc allons-y, on utilise son script pour afficher le même fichier qu'on l'a affiché ici, donc le includeController.php. Donc je lance son script avec includeController. Parfait, ça marche, on a le code un peu plus joli en face. Et donc on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a évidemment pas de... On s'appelle LFI, donc s'il y avait du LFI, on pourrait carrément exécuter du code. Local File Inclusion, je pense qu'on l'a déjà fait sur d'autres vidéos Acksize, donc je vous laisse aller voir. Mais là non, on a juste une LFR, donc on va juste pouvoir lire les fichiers en local. Bon, la suite, pour la trouver, on a besoin de faire un peu plus d'énumération. Donc je vais faire un GoBuster à l'ancienne avec l'extension PHP, puisqu'on a vu qu'on joue sur du PHP sur ce site. Et donc il va trouver pas mal de choses. La bonne piste à suivre, ça va être la piste Portal. Ici, là, s'il me laisse la prendre, bim. Si je vais sur ce lien qu'il a trouvé en énumérant les répertoires les plus courants, on voit que je tombe sur une invite de login qui parle d'un domaine restreint. Et après on a un return home qui renvoie à la racine, et on a un portal PHP admin qui donne une liste de noms d'utilisateurs. Ça peut être utile si on veut faire du brute force ou pas mal d'attaques en fait. Énumérer les utilisateurs, ça reste toujours utile d'un point de vue offensif. Donc on voit aussi qu'il y a un sign up, donc on peut s'inscrire. Allons-y. Donc je crée l'utilisateur Lisbeth et je l'appelle, je mets comme mot de passe Lisbeth Rocks. Parfait, on est inscrit. Donc je me connecte avec ce compte que je viens de créer et on tombe sur cette interface avec pas mal de liens. Donc on a d'abord Check Task qui affiche une to-do list. Une to-do list où il y a beaucoup d'indices. On a la deuxième ligne là qui est un indice puisque ça indique que pour l'instant c'est pas stocké dans une base de données, puisque la to-do list dit il faut qu'on crée une information, une base de données pour mettre les informations sur des bouquins. Donc on peut supposer que si on a ça dans la to-do list, c'est que pour l'instant c'est pas fait. Ensuite, le deuxième indice, c'est que a priori la session PHP n'a pas de durée d'expiration, donc une fois qu'elle est fonctionnelle, elle dure de manière infinie, donc ça peut être utile. L'autre indice, c'est la ligne suivante qui dit qu'il y a un password manager qui est en cours d'installation, donc un gestionnaire de mots de passe en cours d'installation sur les machines des ordinateurs de ce réseau. Et a priori le bouton logout qui marche pas, de toute façon ça reste un indice intéressant parce que couplé avec le fait que les sessions sont infinies, ça veut dire qu'il y a probablement des gens connectés qui ont une session qui va jamais finir et qui, même s'ils sont pas connectés à l'heure actuelle, vu que la session a été créée par le passé, elle est encore active. Donc beaucoup d'indices sur cette liste de choses à faire. Ensuite on a un bouton Order Pizza pour commander des pizzas, j'imagine, mais ils sont en période d'économie budgétaire, on va dire, donc c'est désactivé. Ensuite on a un User Management qui ressemble pas mal à ce qu'on avait
sur l'autre interface avec la liste des noms d'utilisateurs. Et là c'est encore mieux parce que outre le fait qu'on a une liste d'utilisateurs, on a aussi leur rôle associé. Donc on va pouvoir cibler des utilisateurs plus intéressants que d'autres. Et on voit qu'il y a le compte que j'ai créé qui est en cours d'approbation dans cette liste d'utilisateurs. Et enfin, le quatrième bouton de cette interface, File Management, et bien on clique dessus, il ne se passe rien. Ah si, pardon, ça renvoie sur un error. Et si on regarde un peu les requêtes qui passent quand je clique sur le bouton, on va même faire encore mieux. Non, c'est aussi, non, c'est pareil. Tac. Voilà, on voit que c'est un 302 et que ce 302, il a quand même du code derrière. Et si je fais render, on voit qu'en fait c'est une interface pour uploader des fichiers, mais on est tout de suite redirigé vers le 302. Donc on pourrait essayer de jouer pour l'utiliser de suite pour voir si ça marche, mais spoil, ça marche pas pour l'instant. Donc je vais pas si vite, de toute façon on reviendra dessus plus loin sur la machine. Voilà pour l'énumération des 4 boutons auxquels on a accès en se créant un compte sur cette cible. Du coup, si on revient sur le bouton pour se connecter d'origine, le home, c'était pas le home. Ah oui, logout en plus. Ah bah si, là ça marche, étonnamment. Donc si on va voir ce fichier portal login.php. On l'a pas encore fait. Regardez le code source de ce fichier. Donc je vais laisser tourner le GoBuster qui est toujours en cours. On va lancer donc le 0xdf. Je vais mettre ça en grand. Ok, donc le login.php, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? En fait, là, on cherche la logique d'authentification, hein, voir si, vu qu'il y a apparemment des sessions qui sont infinies, est-ce qu'on peut pas jouer avec les sessions? Donc là, il n'y a pas de code intéressant. On imagine que du coup, c'est dans ce fichier PHP là que est le code intéressant concernant l'authentification. Du coup, allons-y, on va regarder le contenu de ce fichier là, et comme il est un peu complexe, je redirige la sortie vers ma machine pour pouvoir faire un mousepad dessus, et comme ça on voit ce fichier de gestion des authentifications. Alors, on voit qu'il y a 2 requêtes qui sont faites sur la base de données. Ici et ici, et ensuite donc la session est créée ici. On voit qu'on a la clé secrète qui est directement disponible, donc ça super intéressant. Et le reste, je crois que ça nous intéresse pas plus que ça. Donc l'idée c'est que si cette requête renvoie donc une ligne, et ben du coup la seconde renvoie là on renvoie le mot de passe, le username pardon, et ici on renvoie le mot de passe, et ce mot de passe il y a un SHA-1 qui est fait dessus. Et si c'est tout bon, ben on met valide égale true, donc on considère que l'authentification est réussie. Ok. Alors, si on continue de creuser, on voit qu'il y a un fichier db.php qui est utilisé qui est requis, on va dire, par ce script PHP. Donc si j'affiche le contenu de ce fichier db.php, on récupère les informations d'authentification à la base de données pour faire ces fameuses requêtes SQL. Du coup, on a un user mot de passe en clair, sachant qu'en plus la base de données elle est potentiellement accessible en direct, puisque sur le scan and map, je rappelle, on a le port 3306 qui est ouvert en direct. Et on peut pas, on est en
Notorize, on peut pas le taper en direct depuis l'extérieur, donc potentiellement on peut pas non plus, peut-être qu'il faut être en localhost. Et dernier point, si je reviens sur celui-là, donc on avait le db.php et le cookie.php qu'on n'a pas regardé, qui peut être intéressant. Celui-là, le autoload, on ne regardera pas, il n'est pas intéressant d'un point de vue offensif. Et donc le cookie.php ressemble à ça. C'est là vraiment où on va créer la session, et on voit que la session elle dépend uniquement du username. Donc sur le username il y a un site qui est appliqué, la clé on a le début, le préfixe on va dire, et la fin, et juste le milieu qui est un site donc géré aléatoirement sur le nom d'utilisateur. Et puis après tout ça va générer avec le MD5 de cette clé le cookie, ce qui explique d'ailleurs, si on regarde le cookie ici, on voit que c'est Lisbeth et une valeur MD5, donc là on voit bien la raison, c'est que il y a bien un nom d'utilisateur qui est utilisé dans cette session, et du coup si je réaffiche pour ceux qui que ça choque, hein, parce que quand on analyse du code et qu'on a l'habitude de jouer avec les authentifications, ce qui est un peu choquant sur cette authentification, c'est le côté c'est pas ça joue pas avec les. D'ailleurs je crois qu'il y a un code, il y a un commentaire pardon, je crois qu'il quelque part qui montre bien que il voulait pas jouer avec la session native de PHP, et du coup là ils ont fait une session un peu le make session là, custo, et généralement quand on fait un truc custo c'est plus sale que propre. Voilà, donc ils ont voulu jouer avec les sessions de manière à leur propre manière. Et donc si je me souviens bien, c'est peut-être là-dessus. Il y a un commentaire, il me semble, peut-être dans la check task. Yuki, tu n'as pas essayé, c'est quoi? Je sais plus. Ah, je sais plus où il est. Il me semblait qu'il y avait quelque part où il disait ouais, on va utiliser notre propre session parce que PHP se peut bien. Pas grave. Pas grave, pas grave. Donc, ici, maintenant qu'on a la logique de création de session, eh ben, on va pouvoir, et vu que ça dépend uniquement du username, du nom d'utilisateur, on va pouvoir créer notre propre, deviner en fait plutôt les sessions des autres utilisateurs, donc de ces utilisateurs là. Donc pour cela, pareil, on va utiliser un script fait par 0xdf que j'ai appelé 0xdf test cookie. Je le mets dans notre répertoire courant. Voilà, et ici je monte un peu de contenu. Hop. Donc on prend la liste des utilisateurs qui est ici, hein. Tac, on la met dans une liste qu'on va splitter. Et donc pour chacun de ces utilisateurs, on va essayer de générer le cookie en utilisant la logique qu'il y a dans le code. Et on va envoyer une connexion avec ce cookie, voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ben, on va pouvoir hijacker, détourner une session d'un compte utilisateur. Allons-y, lançons ce script. Ah, il arrive à trouver un cookie qui fonctionne pour Paul, pour Olivia, pour John. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Et du coup, comme on a 3 utilisateurs, on voit qu'on a John qui est gestionnaire de pub, Olivia qui est data analyst, analyse, je sais même pas comment on dit data analyst en français, analyste de données, et Paul qui est admin. Donc évidemment sur ces 3 comptes, le plus intéressant c'est celui-là de Paul, puisqu'il a les droits d'administration. Donc allons-y, utilisons le cookie de Paul pour se connecter à
la cible, donc je reviens ici on est connecté en tant que Lisbeth. Si je remplace le cookie, je fais un refresh, bim, on est connecté en tant que Paul, on est devenu administrateur. Et là du coup, on n'a toujours pas accès au truc du upload. Il me semblait que si pourtant. Ah voilà, c'est savoir qu'il est un peu lent, je fais juste un refresh et là ça marche. Donc là on va pouvoir uploader des fichiers, donc si j'envoie tac le scan map, tiens, j'envoie le scan map, je fais upload et on voit que non, on n'a toujours pas les droits suffisants, donc on va devoir patienter ou trouver un autre moyen pour envoyer des fichiers. Pour l'instant, même en tant qu'admin, on n'a pas les droits. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait regarder le deuxième cookie, puisqu'on voit ici qu'on a bien contourné, hijacké, piraté le cookie de PHP CSID, mais le token là on n'y a pas touché. Donc regardons un peu qu'est-ce que fait ce token. Pour ça on va aller sur jwt.io, parce qu'à sa tête on voit bien que c'est un JWT. CF, les autres vidéos, Acksize, on a déjà parlé de JWT. Et là on voit qu'effectivement c'est un jeton associé au nom d'utilisateur Lisbeth, qui nécessite une clé. Ça tombe bien, la clé on l'avait, si je dis pas de bêtises, là-dedans. Ici voilà, secret key. Voyons voir si c'est bien cette clé là qui signe. Je la mets ici en bas à droite. Et voilà, là ça passe. Si je l'enlève, on avait donc une... alors, j'aurais dû descendre en premier pour montrer. Là il met verified alors que j'ai enlevé le secret. What the fuck. Marche bien leur site. Et on va voir. T.io, je lance une session private. Je remets le cookie qui est ici. Voilà, ici il met invalide signature. Si je lui colle la secret key, la invalide signature devient signature verified. Ok, donc là on a bien la clé qui permet de signer ce jeton JWT. Donc quand on a la clé secrète, on peut modifier le jeton et le re-signer par derrière. Et donc on se doute que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas d'être Lisbeth mais d'être Paul. Donc je remplace Lisbeth par Paul et automatiquement c'est modifié, signé par jwt.io. Donc je remplace ce deuxième token et je retente un upload et là ça passe. Donc c'était bien ce second cookie qui était utilisé pour vérifier les droits d'envoi, de téléversement de fichiers via cette interface. Bien, maintenant qu'on est administrateur Paul avec les droits d'upload de fichiers, avec les droits de téléversement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et bien évidemment, on a envie de uploader un shell PHP classique, on l'a fait plein de fois sur la chaîne Acksize. Donc là on va en mettre un tout simple pour démarrer. Du coup je vais créer un fichier, je vais l'appeler lisbeth.php. Pardon, je zoome et je vais mettre cette ligne de code. Donc le reverse shell relativement simple, un shell exec avec le paramètre cmd et puis en sortie de la commande. Ça, on en aura, si je vais la garder pour l'instant, je vais pas tout fermer de fenêtre au cas où ça revienne. Donc ici, je pense que le nom, il s'en fout un peu. Dans le doute, je mets Lisbeth Rêve. Et ici, donc je prends notre lisbeth.php et j'upload. A priori, il a pas l'air d'avoir râlé. Si je regarde la requête, ici, success avec une grille, ouais, donc parfait, ça a marché. Je reviens en code. Et on voit que par contre,
automatiquement dans ma requête il a mis mon fichier. Et par contre ici il a un deuxième argument qui s'appelle task et il l'a nommé comme le nom de mon fichier, mais il a remplacé le PHP. Ah non, ça doit être le nom de la tâche. J'ai mis lisbethref, donc le nom de la tâche, et il a rajouté un point zip derrière. Et donc quand je fais send, il répond qu'il est content. Il répond qu'il est content. Du coup, on a envie de l'utiliser. Hein. Si je regarde, le code, je vais voir que est-ce qu'on a récupéré le code qui gère ça? C'était portal PHP files, je crois pas qu'on l'ait récupéré. Donc allons-y maintenant. Donc, je prends un Python. Voilà celui-là. Voilà. Pour que ce soit plus joli, je vais mettre dans files.php. Je vais faire un mousepad files.php. Voilà. Donc là on voit qu'effectivement il faut être authentifié et il faut bien être authentifié en tant que Paul, sinon on ne peut pas. On n'a pas trop d'infos sur le lieu. Si je regarde, pardon, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était celle-ci. Ici on a un portal. Si je relance et si je fais sur slash portal, là on voit qu'on a un upload, donc on se dit oula, à mon avis c'est sûrement là qu'est envoyé le fichier. Et donc si je prends, comment on va se la jouer? Non, je vais faire un copier de ça, créer un nouvel onglet et récupérer ça. Ah bah, parfait, c'est même listable, donc on peut voir que y a bien mon lisbethref qui est ici, mais du coup c'est du point zip, donc on s'en fout un peu. Nous ce qu'on voulait c'était uploader un PHP pour exécuter du code sur la cible. Donc là on se dit peut-être que si je regarde la requête, vu que c'est lisbeth.zip, est-ce que je peux pas remplacer simplement zip.php par php, pardon. Il a l'air content. Je regarde ici, ça a l'air de le faire. Je clique. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Fatale erreur. Ah oui, bah là il râle simplement parce que j'ai pas mis l'argument commande. Donc je le fais de ce pas, je fais commande ou am I par exemple. Ah bah ça marche en fait. Il me semblait qu'il y avait un truc, une étape de plus, mais non. Donc là parfait, on a de l'exécution de commandes sur la cible. Il ne reste plus qu'à faire un reverse shell pour que ce soit plus pratique. Et donc comme on va devoir jouer un peu avec cette commande, au lieu de jouer avec la requête dans burp, je vais plutôt faire du curl. Ici. Donc je vais transformer cette requête ici dans cette requête là. Donc je upload, non pardon, je dis n'importe quoi. Je vais transformer cette requête là à travers le navigateur en curl ici. Donc je vais taper notre reverse shell qui s'appelle d'ailleurs rev. Ici c'est rev. Et je lui envoie en paramètre la commande boamai. C'est bon, ça fonctionne. Parfait. Alors, maintenant que j'ai fait ça, on va essayer d'avoir un reverse shell. Donc, quand on a un reverse shell sur Windows, on l'a déjà fait sur d'autres machines de Acksize, sur la chaîne Acksize, on a envie de jouer avec un reverse shell Metasploit, Metapreter, puisque c'est vachement pratique sur une cible Windows.
Donc allons-y, on génère avec un MSF Venom un reverse shell donc vers mon IP 10.10.16.2 sur le port 443 et je vais l'appeler lisbethrev.exe et je le mets dans le répertoire courant. Parfait, donc on a notre reverse shell ici en exécutable. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer sur la cible. Donc dans un premier temps, on va essayer de trouver quel répertoire utiliser. Du coup, un des répertoires qu'on utilise couramment sur une machine Windows, c'est Program Data, donc la nouvelle version de Program Files. Et là on voit que on y a bien accès. Donc tentons de uploader le fichier dans ce répertoire là, on verra bien si on a les droits d'écriture ou pas. Donc pour faire ça, je vais créer un répertoire www dans lequel je vais mettre le fichier que je veux uploader, donc lisbeth, comment on l'a appelé, lisbeth.exe. Je le mets dans le répertoire courant et je monte un serveur Python sur le port 80. Voilà, donc maintenant que j'ai mon serveur Python en écoute, je vais en bas à droite lancer la requête d'upload de ce fichier. Comment je fais ça? Tout simplement en utilisant une commande PowerShell. Donc je vais faire une commande PowerShell qui va taper sur ce serveur Python qui est en haut à droite. Donc pour cela, je dis à la machine cible que ma machine attaquante est l'IP 10.10.16.2 et je vais peut-être si je vais faire comme ça. Donc voilà la commande, donc PowerShell-C, je fais un wget pour aller taper donc ce serveur PHP, ce serveur web pardon, et aller récupérer le lisbethrev pour le mettre dans Program Data lisbethrev. Bim, on voit bien qu'il y a une requête sur mon serveur, donc ça sent bon. Et je vérifie, parfait, lisbethrev est ici. Donc il me reste plus qu'à mettre un MSF console en face. Si je me souviens bien de la syntaxe, ça va être handler -p je fais la commande en parallèle là, donc handler-p je sais plus comment on appelle ça, la payload, la charge utile. Ici c'est Windows x64 Interpreter reverse TCP. Grand P pour le port, on avait dit que c'était le port 443. Et grand H pour l'host. Donc l'host c'est la fameuse machine, adresse IP de ma machine 10.10.16.2. Alors est-ce que c'est bien ça? Oui c'est ça. Parfait, donc là on a bien notre listener en écoute, on n'a plus qu'à lancer l'exécutable qui est sur la cible, donc une fois de plus on va le lancer directement avec notre reverse, notre shell PHP on va dire, donc simplement en exécutant le fichier que j'ai mis ici. Allons-y, et là il me dit not found. C'est bizarre, le fichier pourtant il est bien dans ce répertoire là, donc si je réaffiche, on voit que le fichier a disparu. C'est un peu dommage que ça rentre pas sur la même sur la même screen. On voit que ce fichier lisbethrev.exe là est sauté à l'exécution. En général quand un fichier saute à l'exécution, c'est pourquoi? C'est parce que on a l'antivirus. Et donc ici c'est l'antivirus Defender. Donc Microsoft Defender, l'antivirus officiel de Windows, Microsoft, qui a d'ailleurs comme officiel antivirus Microsoft Defender, et qui est donc un composant antivirus de Microsoft Windows depuis je sais plus quelle version, c'est pas si vieux, mais enfin après le temps passe donc ça commence à être vieux, mais avant c'était simplement un anti-malware, un anti logiciel, qu'on pourrait dire,
logiciel de... j'arrive pas à retrouver le nom. Indésirable, voilà. C'était juste pour shooter les logiciels indésirables et c'est devenu, je sais plus quelle année, un antivirus, à proprement parler. Voilà, et c'est ici que du coup on est un petit peu coincé puisque on peut pas utiliser de reverse shell sur la machine puisque l'antivirus nous shoot. Alors comment on va faire? C'est là que intervient la solution coder en C son propre reverse shell. Bon, malheureusement, je peux pas copier-coller tel quel le reverse shell de Paul Wislov puisque elle a fait un reverse shell pour Linux. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé de machine Linux avec un antivirus sur Hack-the-Box, sinon on aurait fait ça. Mais du coup, si on utilise tel quel son reverse shell sur un Linux, ça marche et ça contourne l'antivirus, parce que ça tripe pas, c'est pas considéré comme un virus. Et donc sur Windows, faut faire la même chose que sur reverse shell, mais compatible Windows. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur le reverse shell suivant, si j'arrive à choper le lien, et là. On va le mettre ici. Voilà, donc ça passe pas très loin le code, hein. Bon, il y a quand même pas mal de nuances, mais ça reste pas très long pour faire un reverse shell sur Windows, tout comme sur Linux. Donc je clone cette repository, hein, ici. Donc là il y a les deux versions, il y a Linux et la Windows, donc nous c'est intéressant la Windows, mais je vais cloner de toute façon toute la repo comme ça, on n'est pas emmerdé. Et donc je vais éditer ce reverse shell Windows pour mettre mon adresse IP et mon port, hein. Donc on va utiliser le port 443 en adresse IP. Si je peux le faire là. Voilà. Bim bim. Donc maintenant que j'ai mis mon adresse IP dans ce reverse shell Windows, je vérifie que je me suis pas loupé. 4 c'est reverse shell Windows. On va faire juste byteboard. C'est bien ça. Hop. Eh bien, je vais pouvoir l'envoyer sur la cible, mais pour l'envoyer sur la cible, il faut le compiler. Et pour le compiler, on peut voir ici que c'est simplement un make. Pardon, j'ai trop bougé ici, make. Donc je vais dans mon répertoire et je fais le make. Bim, voilà, notre reverse shell Windows est compilé ici en reverse.exe. Et donc, je vais déplacer ce reverse.exe pour le mettre dans le répertoire www. Pour que, comme ça, si on va taper notre serveur HTTP sur notre machine attaquante, eh bien, on renverra le reverse.exe. Donc même commande que tout à l'heure, mais on remplace le reverse shell Metasploit qui est bloqué par l'antivirus par le reverse shell codé en C. Et là il me dit not found. Je pense que j'ai pas mis la bonne IP, c'est 2 notre IP. Je relance la commande avec la bonne adresse IP de notre serveur HTTP et il est toujours pas content. 10.10.16.2. Est-ce que je me serais loupé tout à l'heure? On va regarder ici, si je vais dans W, j'ai bien reverse.exe. Ah mais ça c'est notre shell qui est mort ça, non? Potentiellement, il y a peut-être un script qui fait que ça shoot l'X temps. Non, il est toujours là.
Ah ouais non, c'est parce que j'ai oublié le rêve ici. Hop. Si j'ai mis lisbeth.php alors c'est lisbethref.php. Voilà, c'est mieux. Et donc si je vérifie en faisant dire ce programme data, donc là je fais un dire, alors évidemment je me tromperai à chaque fois, lisbethref.php. Voilà, je me sens en grand pour qu'on y voit mieux. On voit bien que le reverse.exe a bien été mis dans le répertoire programme data. Donc maintenant il ne reste plus qu'à vérifier qu'à l'exécution il saute pas à cause de l'antivirus. Et pour cela il faut que je mette un reverse shell en écoute, un programme en écoute. Donc je vais faire un jobs-k pour qu'il ait le metasploit en écoute, puisqu'on va écouter sur le même port. Et on va mettre un rlwap nc sur le port 443. Et on exécute le programme qu'on a envoyé sur la cible. Hop. Et là ça passe, on a bien un reverse shell qui n'est pas bloqué par l'antivirus de Microsoft Windows. Parfait, donc à partir de là on va se promener un peu. Donc si on remonte sur le dossier portail, on voit qu'il y a un répertoire ici qui est très long, Pizza Delivery User Data, qu'on aurait eu du mal à deviner avec le GoBuster qui est toujours en train de tourner. Je vais dedans. Et là on voit qu'il y a des fichiers avec l'extension disabled. Donc si j'affiche le premier, i4 ça, ça marche. Sur Windows qu'on sait pas en PowerShell. Donc ça contient des valeurs nulles. D'ailleurs c'est dommage parce que c'est username password. Mais si on regarde bien, on voit qu'il y en a un, Juliette, où c'est l'extension JSON et pas disable. Si j'affiche celui de Juliette, là ça passe. J'ai le pin de Juliette, mais j'ai surtout un username et un mot de passe associé à Juliette. Donc on a envie de tester ce username mot de passe. Et si on se souvient bien, si je regarde ici, je vais faire un mousepad map, on avait le port 22 ouvert. Donc même si c'est du Windows, bon, après on peut aussi tester sur le 445. Mais là, vu que ça va marcher, je vais directement sur la bonne piste. Donc on teste le mot de passe de Juliette en SSH. Donc je fais SSH Juliette @ l'adresse IP de la machine. Et je colle le mot de passe qu'on a ici. Et ça passe, on est connecté en tant que Juliette en SSH sur la machine, et comme c'est une machine Windows, il nous a mis un SSH en PowerShell. Même pas. Non, c'est du CMD classique. Ok, donc à partir de là, on a le flag, le premier flag je crois, dire, voilà c'est bon, type user, txt. Bim, on a fini la première moitié de la machine. Enfin en tout cas on a une connexion, on a un shell utilisateur sur cette machine, même si l'antivirus est présent. Alors là on a dans le répertoire courant un fichier qu'on a forcément envie de lire puisqu'il s'appelle todo.html. Donc si je regarde sur todo.html, on voit donc une liste de tâches que Juliette, j'imagine, se donne à elle-même. Donc il faut qu'elle configure le pare-feu pour fermer les accès 22445. Ça tombe bien, on passe par là, donc c'est pratique. Elle indique qu'il faut qu'elle migre les passwords depuis Microsoft Store Sticky Notes vers le nouveau password manager. Et pour rappel, parce que Sticky Notes, je sais pas si ça parle à tout le monde, donc Sticky Notes c'est l'application sur Windows, là où il y a des post-it sur le bureau, et on peut écrire des notes dessus. Donc ça c'est une application qui est assez ancienne sur Windows, puisqu'elle existait déjà en Windows 7, et qui depuis a toujours été toujours présente, on va dire. Et enfin, le troisième to-do, c'est ajouter une nouvelle feature au password manager.
à des nouvelles features, donc des nouvelles fonctionnalités. Et ça, on n'a pas le détail. Donc, ce qui nous intéresse, c'est donc de récupérer les mots de passe dans le sticky note, puisque comme elle le met dans sa note, sticky note, ça garde les notes en plain text. Mais comment y accéder à ces sticky notes? Donc sur Windows, bon, il faut chercher sur internet et on tombe par exemple sur cet article qui explique voilà comment fonctionne Sticky Notes et dans quel répertoire sont présents les notes sur le système. Si je vais pas trop vite et que je tombe dessus, blablabla, blablabla, ici. Donc là il y a les backslash qui ont sauté, je sais pas pourquoi, mais en tout cas si on remet les backslash et qu'on va dessus, ça marche. On a bien donc un répertoire users, Juliet, app data, local package, Microsoft Sticky Note avec ce chiffre qui change jamais et local state. Et ici on a trois fichiers qui s'appellent plume.sqlite quelque chose et un autre fichier qui store la session apparemment. Donc le premier nous intéresse pas trop, les trois autres c'est eux qui contiennent les notes. Donc on va les transférer sur ma machine attaquante. Pour cela, on va utiliser je vais appeler un répertoire Lisbeth Share. Et je vais lancer un Impacket SMB Server qui crée un partage Windows Lisbeth Share qui met en partage le répertoire que je viens de créer en SMB V2. Comme ça, je peux, depuis mon invite de commande SSH, faire copie plume étoile, donc ça prendra ces trois fichiers là et ça le copiera sur le partage que je viens de créer. Premier, ça passe, deuxième, troisième, et voilà, on a priori transféré les fichiers sur ma machine. Je manque de place, qu'est-ce que je peux shooter? On va shooter un peu. Lui, je pense pas qu'on aura besoin du coup de Metasploit. Donc si je vais dans ce Lisbeth Share, on voit les trois fichiers que je viens de récupérer, que j'ai mis en local. Et donc si je fais un file étoile, on voit que c'est bien du SQLite. Alors pour rappel, un SQLite c'est une bibliothèque écrite en langage C qui propose donc un moteur de base de données relationnelle accessible par le langage SQL. Donc en gros c'est pour pouvoir utiliser le langage SQL mais pas sur une base de données mais sur une bibliothèque directement intégrée dans un fichier. Du coup je vais faire SQLite 3 plume.sqlite. Donc là j'ouvre la base de données on va dire, enfin donc le fichier qui est interrogeable en SQL en local. Je fais .tables pour voir les tables SQL tout court présente dans ce fichier. Celle qui va nous intéresser c'est notes, hein, ce qui est assez logique puisque on cherche à afficher les notes du sticky note. Et on voit que les notes elles ont différents champs et on imagine que c'est texte qui contient le texte des notes. Donc si je fais select text from note, j'ai bien des notes avec le texte dedans. Donc on a le mot de passe de Juliette qu'on connaissait déjà. On a un nouveau mot de passe qu'on connaissait pas, du compte development. Et on a malheureusement le mot de passe administrator qui a été retiré probablement par mesure de sécurité. Malheureusement, on peut pas le récupérer tout de suite. Alors, si je fais net user, comme ça d'ailleurs, on voit qu'effectivement il y a bien user development sur ma machine cible. Donc moi j'ai le compte Juliette, et maintenant que j'ai ce mot de passe là, on va pouvoir vérifier que ce mot de passe fonctionne. Donc pour cela, je vais fermer le partage, je sais plus si on va encore en avoir besoin. Donc j'utilise SMBmap pour interroger notre serveur cible sur le port 445 TCP avec le compte development ici et le mot de passe qu'on vient de trouver pour vérifier que le mot de passe fonctionne et c'est le cas. Et on voit qu'on a accès à announcement development
Alors que si pour comparer, on regarde à quoi avait accès le compte Juliette, ben elle avait déjà accès à Announcement, mais par contre elle n'avait pas accès à Development, donc a priori on a accès à un nouveau partage ici, donc c'est intéressant d'aller voir ce partage. Allons-y, donc j'y vais en SMB client. Donc j'utilise le compte Development pour accéder à ce partage. Je mets le mot de passe qui est ici. Parfait. Et là je fais un ls. Je vois que j'ai accès à Cryptor Linux que je vais récupérer. Parfait. Donc Cryptor Linux, hein, sans doute vu le nom du fichier, on va devoir jouer avec de la crypto. Donc petit rappel, hein, la crypto c'est quoi? C'est un diminutif de cryptographie, et la cryptographie donc c'est une des disciplines de la cryptologie s'attachant à protéger des messages, assurant confidentialité, authenticité et intégrité, en cédant souvent de secrets ou de clés. Donc ceci étant dit, je quitte le SMB, je regarde ce que c'est ce fichier Cryptor Linux, je vois que c'est un exécutable Elf d'ailleurs, donc on est sur un Windows, mais c'est un exécutable Linux qui est présent dans ce partage. Ok. Du coup, bah, on va essayer de le lancer pour voir à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre mode musique dessus pour pouvoir le lancer. Et allons-y. New Project by Juliette, donc c'est bien Juliette qui fait ce cryptor underscore Linux. Là on peut quand même deviner, vu que c'est Juliette qui le fait et vu l'historique, que finalement, si je retrouve où c'était, quand on a affiché le todo.html, c'était là. On va voir. Todo.html, oui c'est là. Tac. C'est bizarre qu'il ait fait sauter le... Donc je reviens dessus. C'était là sur le bureau de Juliette. Type todo.html. Voilà, donc ici elle dit bien ajouter des nouvelles fonctionnalités au Password Manager. Et elle dit qu'il faut qu'elle migre ses mots de passe sur le gestionnaire de mots de passe. Et donc du coup, vu que là on lance un truc qui s'appelle Cryptor et qui est fait par Juliette, on peut se dire que ce gestionnaire de mots de passe en fait c'est Cryptor Linux. Donc ça a priori c'est un gestionnaire de mots de passe qui récupère un mot de passe depuis le cloud et qui le décrypte automatiquement. Donc là il râle parce que j'ai pas mis de clé. Donc si je fais test key, il me dit que c'est pas la bonne clé. Donc ok, il veut bien une clé en paramètres, mais cette clé là je la connais pas. On peut essayer de mettre le mot de passe de Juliette, ça marche pas, mais vas-y faisons-le, ça prend 2 secondes. On peut même essayer le mot de passe, bon essayer les deux. Ça on pourra dire qu'on a vraiment tout essayé. Incorrect master key, et si j'essaye celui du compte development, pas mieux. Ok, bon, comment faire pour trouver cette clé? Eh ben, on va sortir l'artillerie lourde, puisqu'on va utiliser Hydra pour faire un peu de reverse sur ce binaire, cet exécutable. Allons-y, donc je lance l'Hydra. Ah bah j'avais déjà fait, donc pour rappel, hein, on fait nouveau project, ça crée un nouveau projet, I pour ajouter un fichier, donc là j'ai déjà fait. Une fois qu'on a ajouté ce fichier, on peut l'ouvrir dans l'outil par défaut, qui est le code Cryptor Linux as crash data with like recovering.
l'analyser? Oui. Analyze. Voilà le code browser de ce fichier crypteur. Alors, je vais chercher main, c'est ici. J'agrandis un peu. Donc on a bien le message qui, quand on le lance, s'affiche. Et là, on n'a pas besoin d'aller très loin pour tomber sur quelque chose d'intéressant, puisqu'on voit tout de suite qu'il y a une requête des clés de décryption, de déchiffrement, depuis le cloud, donc le nuage, l'info nuage, avec le compte administrator. Et donc on a une URL et des paramètres. Donc un select, un username administrator, et table, mot de passe. Donc tout ça fait que on a envie de jouer à voir si on peut taper ce serveur. Donc on va de ce pas regarder s'il y a bien quelque chose en écoute sur le port 1, 2, 3, 4 sur le serveur cible. Donc on a un shell dessus, autant l'utiliser. Je suis dessus là, ouais. Donc je fais un netstat-ano find str 1, 2, 3, 4. On a bien quelque chose ouvert sur le port 1, 2, 3, 4, donc c'est probablement lui le passmanager.htb. Du coup là ce qu'on va faire, on va faire un tunnel, on l'a fait plein de fois, mais pour rappel, SSH peut également être utilisé pour transférer des ports TCP d'une machine vers une autre, créant ainsi un tunnel. Cette méthode qu'on utilise beaucoup sur Acksize d'un point de vue offensif, elle est aussi couramment utilisée pour le point de vue défensif, puisque ça permet de sécuriser des connexions qui ne le sont pas. Par exemple, typiquement, sur un client de courrier électronique POP3, donc POP3 ça circule en clair, donc il peut créer un tunnel SSH pour pouvoir faire circuler la communication en clair dans un tunnel chiffré, et comme ça on peut pas l'intercepter. Donc faisons ce tunnel. Donc ce que je vais faire, comme on a quand même beaucoup de choses d'ouvertes, je vais fermer celui-là et je vais rajouter juste le -L qui redirige le port 1, 2, 3, 4 sur le port 1, 2, 3, 4 de notre machine attaquante. Le mot de passe de Juliette, il est juste là. Ok, et donc maintenant si je fais un stat-tpm grep 1, 2, 3, 4, j'ai bien le port 1, 2, 3, 4 qui en écoute sur ma machine attaquante. Ensuite, comme l'URL c'est passmanager.htb et que ma machine attaquante ne connaît pas passmanager.htb, qui est une machine locale sur la cible, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter au TC host. Je pense que j'ai déjà fait. Si je fais grep passmanager, voilà, c'est déjà fait. Donc là, normalement, avec tout ça, je vais pouvoir faire une requête curl sur ma machine localhost sur le port 1, 2, 3, 4, et ça va rediriger à travers le tunnel SSH vers le port 1, 2, 3, 4 de la machine cible. Finalement, j'utilise l'IP, donc on verra si ça nous sert d'avoir mis ça dans le TC host. Et je reprends les paramètres qui sont là, tout bêtement. Et ça nous renvoie quoi? Ça nous renvoie une clé AES, donc c'est quand même pas mal ça. Mais du coup, cette clé AES, est-ce que c'est la clé du crypteur? C'est où le crypteur? C'était là qu'on était tenté. Yes. Bon, ça m'étonnerait hein, puisque là c'est une clé et nous ce qu'on cherchait c'est plutôt une master key, enfin une master password phrase. Ils appellent ça master key, bon, ça aurait pu mais non c'est pas ça. Bon par contre, ce qui est intéressant c'est qu'on peut donc taper déjà ce serveur dans le cloud, et en plus on voit vu le nom des paramètres qu'on joue avec probablement des tables SQL, qui est la table ici. On jouerait avec la table SQL password. On a le compte administrator et on fait du select. Donc là, ça sent la requête SQL.
Et donc ça, qui dit requête SQL dit peut-être SQL injection, surtout que là on n'est pas sur quelque chose qui est exposé et accessible à travers un navigateur web. Ça c'est, on est au sein d'une application, au sein d'un binaire exécutable, qui va taper un serveur. Donc c'est plus fréquent que l'on trouve des injections SQL dans ce cas-là, puisque c'est moins testé, puisque là on a plus le contrôle sur le client que si c'était un client, un navigateur internet. Ok, alors du coup, première chose qu'on teste quand on fait une injection, quand on veut tester une injection SQL, c'est rajouter un simple quote, un apostrophe. Donc là je le fais à la fin du username, et on voit que ça renvoie déjà le chemin où tourne ce serveur, et il y a bien un MySQL fetch all, donc il y a bien une requête SQL qui est cassée quand on rajoute un simple quote. Donc ça sent très bon l'injection SQL. Pour confirmer, au lieu de juste rajouter un simple quote, un apostrophe, je vais rajouter un apostrophe hors trou, point virgule, tiré, donc c'est injection SQL classique pour casser la suite de la commande, et ça permet, en cassant la suite de la commande, en le mettant en commentaire on va dire, d'être sûr que la requête renvoie quelque chose de juste, et que ça casse pas du coup le retour. Et là, parfait, ça fonctionne, on retrouve le retour de la requête sans injection, donc on peut bien injecter de l'SQL de cette façon. Donc je continue sur l'injection SQL à la main classique. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir jouer avec un union pour pouvoir sélectionner des informations qui sont ailleurs dans cette base de données cible. Donc là, je fais un union select 1, ça passe, donc on va pouvoir jouer avec union, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, jouons avec union, et faisons un union select schema name from info, donc le classique pour afficher les informations de la base SQL en face. On voit qu'il y en a deux, il y a information schema et bread. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est pas celle par défaut, c'est bread. Donc tapons bread et essayons d'afficher. Là le grep à la fin, et cut, c'est évidemment pour afficher plus proprement la sortie. Donc là on affiche les tables. On voit qu'il y a juste password, ça tombe bien, c'était la table qui est utilisée dans l'argument de la requête, et c'est la table qui nous intéresse. Donc là j'affiche les colonnes de cette table password. On voit qu'il y en a 4, ID, account, password, AESK. Allons-y pour afficher le contenu de ces 4 colonnes. Et on voit donc administrator, on voit bien la clé AES qu'on avait déjà récupérée, et on récupère le mot de passe. Et ici, le mot de passe est probablement chiffré avec cette clé. Cette clé AES, donc probablement chiffrée en AES. Donc a priori on a récupéré le mot de passe administrateur chiffré. Donc on n'a plus qu'à, en utilisant la crypto, à le déchiffrer. Et comme je suis un grand flemmard, on va utiliser CyberChef au lieu de coder 2-3 lignes de Python. Donc je copie-colle le chiffré. Donc on voit bien avec le égal que c'est du base64 a priori. Je fais from base64, comme ça on récupère ça en binaire. Et on n'a plus qu'à faire AES decrypt. Donc là il faut mettre la clé. La clé elle est ici. J'espère qu'on ne perd pas de caractère. Non là c'était bon, il n'y avait pas d'espace avant ou après. Donc je la mets pas en hexadécimal, là je la mets en latin 1. Donc a priori on est bon. Input indique l'hexadécimal non, moi je sais l'input en roux, donc là j'ai converti base 64 en binaire, donc là l'input c'est les rows. Mais ça crache quand même une erreur parce qu'il nous faut mettre un IV. Et l'IV on n'a pas l'information, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de mettre 0. Il s'attend à ce que l'IV ait 16 bits, donc on va mettre 16 0, 16 bytes, 16 octets. Donc là il dit qu'il en a reçu 8, 9, on a combien là? 9 encore? 10, 11,
12, 13, 14, 15 bytes, 16. Et voilà. En mettant un IV à 0, donc l'IV par défaut on va dire. En gros il n'y a pas de vecteur d'initialisation. On arrive bien à déchiffrer ce chiffré en AES qui donne le mot de passe stocké dans ce gestionnaire de mot de passe du compte administrateur. Il ne reste plus qu'à le tester. Donc on va le tester en SSH puisque on a le SSH qui est ouvert. J'ai copié-collé le mot de passe ici avec le compte administrateur, avec LXC, netexec, on vérifie qu'on a bien accès, ça marche. Cette machine difficile est compromise. Je me connecte avec pour valider le flag. C'est pas ça, c'est ça. Tac. Et voilà, on va sur desktop. On a bien le flag root, on est maître de cette machine. Donc si on se met d'un point de vue Blue Team, quels sont les éléments qui ont permis de la compromettre et que la Blue Team aurait dû corriger? Le code d'application donc qui permettait de faire du file read, donc ça il faut assainir et empêcher cette possibilité de lire les fichiers de la machine à travers l'application. On a la gestion des sessions, bon ça ils l'ont déjà dans leur to-do list, on l'a vu. Il faut qu'ils améliorent pour qu'il y ait une durée de fin à la session et que ce soit pas dépendant du username uniquement. On avait l'assainissement du téléversement, donc le fait de pouvoir envoyer un reverse shell, un shell d'ailleurs PHP. Là il faut vérifier les fichiers qu'on peut téléverser et leur extension. Donc finir la migration des mots de passe de Sticky Note vers un gestionnaire de mots de passe. Et ce gestionnaire de mots de passe, si on veut en faire à la maison, il faut qu'il soit sécurisé. Et donc qu'il assainisse les entrées pour prévenir les injections SQL. Voilà pour cette machine Breadcrumbs de Hack the Box. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.